Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'économie souveraine que va animer, comme d'habitude, Jacques Sapir qui va prendre ma place dans quelques instants et nous allons parler du grand sujet du moment, mais sous l'angle économique, de la guerre. La guerre entre la Russie et la France, la guerre entre la Russie et l'OTAN, où on en est. Vous allez voir, ça va être extrêmement intéressant, très didactique. Vous allez apprendre énormément de choses. Alors on va penser sur l'économie russe. Est-elle une économie de guerre? Et nous, la France, l'OTAN, quels sont les moyens des uns? Quels sont les moyens des autres? Bien sûr, nous allons parler principalement et exclusivement de guerre conventionnelle. Pas de nucléaire, puisque en fait, il ne peut pas y avoir, on le rappelle, de guerre entre la France et la Russie, et l'OTAN ou l'OTAN et la Russie, puisque ce serait la fin de l'humanité, puisque ce serait une guerre nucléaire. Mais comme nous sommes dans un rapport un peu belliciste, en particulier avec les déclarations d'Emmanuel Macron, voyons de quoi il en retourne concrètement s'il y avait un affrontement, ou quelles sont les capacités de soutien de l'Ukraine concrètes, là, aujourd'hui, dans les mois qui viennent, face à l'armée russe, dans la guerre conventionnelle massive qui a lieu actuellement en Ukraine. Donc Jacques Sapir va nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une économie de guerre, qu'est-ce qu'on entend par là, comment on rentre, qui produit quoi, comment c'est produit, est-ce que c'est soutenable sur le long terme, est-ce que ça nuit à l'économie en général, car la Russie, son économie, c'est l'économie de guerre de la Russie, c'est 7% de son PIB, ce qui est quand même beaucoup, ça représente beaucoup de chars, beaucoup de munitions, beaucoup de drones. Et on va découvrir que les Russes se sont quand même visiblement assez bien préparés, et surtout sont des gens sérieux, qui ont une vision de l'économie en général, mais spécifiquement de l'économie liée à la guerre, très planifiée, comme on l'avait un peu à une époque, nous, en Occident, nous surtout en France, et que en Occident, c'est un peu la logique de supermarché, et beaucoup d'impréparation, beaucoup d'hubris, beaucoup de blabla, et très concrètement, ça se finit en un soutien médiocre à l'Ukraine. Et c'est vraiment intéressant de se poser la question, parce qu'on va aborder aussi avec Jacques la question de l'élection présidentielle. On va se demander où en est la Russie réellement militairement. Parce que il y a peu, la Russie était nulle, son armée n'était pas entraînée, ils n'avaient plus de munitions, ils n'avaient pas assez de drones, les généraux étaient complètement incapables. Et maintenant, ça s'est transformé, comme dans 1984 de George Orwell, qui est derrière nous, en la Russie va envahir l'Europe. Bon, c'est soit l'un, soit l'autre. Allez, soyons sérieux, on va voir tout ça maintenant avec l'excellent Jacques Sapir. Quel est l'impact des dépenses militaires dans l'économie russe et dans sa croissance actuelle ? Oui, effectivement, c'est une question dont on parle beaucoup parce que les observateurs, les observateurs occidentaux, ont été très surpris par les chiffres de la croissance, sachant que le Fonds monétaire international annonce 3% de croissance, qu'il se laisse la possibilité de remonter ce chiffre, qu'on pense que la croissance en Russie a été plutôt de l'ordre de 3,6%, et donc évidemment, une manière pour ces observateurs de dire bon, c'est pas de la croissance, c'est pas de la vraie croissance, et malgré tout, les sanctions fonctionnent, c'est de dire, cette croissance, elle est essentiellement liée à la production militaire et à l'effort de guerre qu'il y a en Russie. Alors, oui, effectivement, techniquement, la production d'armes, la production de munitions, ça crée du PIB. Ça crée du PIB parce que il y a un objet qui est produit, il y a de la valeur ajoutée qui est produite, donc c'est du PIB. Après, quand on cherche à estimer combien ça représente, on se rend compte que là, pour les estimations, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors la Bank of Finland, c'est la banque centrale de la Finlande, a publié une étude où elle estime la part dans la croissance à 35-40% de la croissance. C'est pas négligeable, c'est un chiffre important, mais ça veut quand même dire que plus de la moitié
de cette croissance, grosso modo 60% de cette croissance, autrement dit entre 1,8 et 2,2% de croissance du PIB, serait due à l'activité civile. Et ça, c'est un point extrêmement important. Après, on peut penser aussi que comme la Russie a utilisé, au moins en 2022 et sur une partie de l'année 2023, a utilisé des stocks qui dataient d'il y a 20 ans, 30 ans, etc., il n'y a pas eu tellement de nouvelles productions. Et donc, voilà, on peut dire que la production militaire, l'effort de guerre, représente quelque chose entre 1/3 et 40% de la croissance du PIB. Donc le reste, de 2/3 à 60%, ce sont des activités civiles, et on connaît bien les activités civiles qui ont d'une certaine manière poussé la croissance. C'est d'abord la remontée de la consommation en 2023, qui est absolument indiscutable. Et donc là, oui, il y a de la croissance, parce que les gens consomment. Le niveau de consommation général est revenu à ce qu'il était à la fin de 2021. Deuxièmement, la construction. La construction, on construit beaucoup de logements. Aujourd'hui, les statistiques donnent un volume des logements qui ont été construits qui est probablement de 1,3 fois supérieur à ce que construisait l'Union soviétique, pas la Russie, l'ensemble de l'Union soviétique, dans les années de plus fort pic de la construction. Alors oui, il y a des raisons qui expliquent cela. Le fait que il y a eu des aides au crédit logement. Alors, c'est des aides aux hypothèques, parce que le crédit logement en Russie passe essentiellement par le crédit hypothécaire. Bon, donc il y a eu des aides. Il y a le développement de ce qu'on appelle les hypothèques familiales, le fait que les familles qui ont au moins un enfant, les allocations familiales commencent au premier enfant. Donc le fait que les familles qui ont au moins un enfant peuvent emprunter à 6%. Alors, pour donner une idée, l'inflation est à 7,5%, donc ils empruntent sous le taux d'inflation, et le taux de référence de la Banque centrale est de 16%. Donc, s'ils n'avaient pas cette aide, en fait, ils devraient emprunter à 19%. Donc voilà, ils empruntent à 6%. Bon, tout ceci a évidemment fortement développé la construction. Autre point important, c'est évidemment la substitution aux importations. Et là, on voit que l'industrie russe s'est lancée dans une vague extrêmement importante de production locale qui vise à remplacer des productions importées. Donc ça aussi, ça crée de la croissance, ça diminue le volume des importations. Et donc évidemment, les importations, il faut toujours le rappeler, sont comptées négativement dans la croissance. Elles viennent diminuer la croissance du PIB. Et donc évidemment, tout ceci ne peut que renforcer la croissance. Au total, on peut dire que la Russie, évidemment, a une partie d'économie militaire qui a fortement augmenté. On est aujourd'hui à des chiffres qui sont entre 6 et 7% du PIB. Ça reste néanmoins inférieur aux dépenses militaires américaines dans les années 60. Les années 60, c'est évidemment la guerre du Vietnam, mais c'est aussi le très gros programme de construction des sous-marins lance-engins, lance-missiles nucléaires. Bon, et là, on était plutôt autour de 8%, 9 à 8% du PIB. Bon, donc voilà, oui, effectivement, il y a une part de la croissance qui est certainement attribuable aux dépenses militaires et à la production militaire, mais cette part ne semble pas devoir être supérieure à 40%, et elle est plus probablement autour de 35%. L'économie russe est-elle une économie de guerre ? Autre question extrêmement importante, parce qu'il y a énormément de confusion. Alors, oui, l'économie de Russe est une économie en guerre. Ça, c'est clair, on l'a vu en regardant le poids des activités militaires dans le PIB et dans la croissance. Ce n'est pas une économie de guerre. Pourquoi ? D'abord, il faut définir ce que c'est qu'une économie de guerre. Une économie de guerre, c'est une économie dans laquelle
la guerre est la priorité absolue, et donc on reconvertit des chaînes de production civiles vers des productions militaires. Exemple, ce qui se passe en France, mais aussi en Grande-Bretagne et en Allemagne, quand, à partir de novembre 1914, les états-majors se rendent compte que le rythme d'utilisation de l'artillerie est tel qu'on va, à un moment donné, manquer dramatiquement d'obus. Ce qui d'ailleurs se passe, puisque à partir de la mi-décembre 1914 et jusqu'au début du mois de janvier, il y a pratiquement plus de tirs d'artillerie sur le front. Les Français, mais aussi les Allemands et les Britanniques, ont un obus par jour et par canon. Donc voilà, on tire plus. Et c'est d'ailleurs ce qui explique la fameuse trêve de Noël dont on a beaucoup parlé. Mais si elle peut se passer, c'est parce que, justement, l'artillerie ne peut plus intervenir. Elle a plus de quoi. Bien. Donc, à partir de ce moment-là, on reconvertit massivement des activités civiles. Par exemple, les producteurs d'automobiles, Louis Renault, vont se reconvertir à la production de matériel militaire et surtout de munitions. Il faut quand même se souvenir que, toutes munitions confondues, au moment de la bataille de Verdun, en 1916, la France produit 200 000 obus par jour. Je dis bien par jour. Et il y a des photos d'époque qui sont extrêmement connues où Albert Thomas, ancien syndicaliste, vient haranguer les ouvrières. Pourquoi ? Les hommes sont au front. Vient haranguer les ouvrières qui travaillent chez Renault en leur disant travaillez plus, c'est nécessaire pour la défense nationale, etc. Bon. Donc, on n'est pas du tout dans ce cadre-là en Russie. Très clairement, le gouvernement russe entend maintenir une production civile importante, et pour une raison politique assez simple. C'est ce qui conditionne l'acceptation par la population russe de la guerre en Ukraine. Alors, bien sûr, il y a toute la dimension idéologique, le fait que les gens sont persuadés que désormais ils sont dans une guerre contre l'OTAN et pas contre l'Ukraine. Et de ce point de vue-là, les récentes déclarations d'Emmanuel Macron sur éventuellement on pourrait envoyer des soldats en Ukraine, ça a été, je dirais, le meilleur agent électoral de Vladimir Poutine. On voit d'ailleurs que le nombre d'indécis bascule vers Poutine à la veille des élections. Et ça correspond tout à fait aux déclarations de Macron. Donc, une large partie de la population russe est persuadée que la Russie se bat contre l'OTAN par personne interposée plus que contre l'Ukraine. Par ailleurs, je signale, c'est un autre effet assez important, c'est le fait que la déclaration de Macron valide le discours de la propagande russe. La propagande russe disait « oui, mais les pays de l'OTAN nous veulent du mal, etc. » Et qu'est-ce que fait Macron ? Par ses déclarations, il vient apporter de l'eau à ce moulin de la propagande russe. Donc, par ailleurs, ce sont des déclarations absolument effrayantes de stupidité. Bon, donc on a ça, et puis on a une autre partie de la population qui est pas convaincue par la propagande ou qui peut émettre des doutes, mais qui dit ben voilà, bon, peut-être faut-il faire la guerre, peut-être ne faut-il pas faire la guerre, mais du moment que nous vivons comme d'habitude, qu'il n'y a pas de changement dans notre vie, qu'on peut s'acheter des appartements, qu'on peut consommer, etc., on laisse faire le gouvernement. Donc c'est aussi pour ça que le gouvernement russe maintient effectivement une part extrêmement importante de l'activité économique dans le domaine civil. Après, il est clair que l'industrie de défense est montée en puissance de manière importante. Mais là, il faut rappeler deux choses. Première chose, l'industrie de défense russe travaillait très nettement sous sa capacité de production normale.
Pourquoi? Parce que, alors ça, c'est une habitude russe, héritée d'ailleurs du temps de l'Union soviétique, qui est de dire il faut être capable de monter rapidement en puissance. Donc, les usines de munitions, fin 2021, début 2022, devaient travailler à 30 ou 40% de leur capacité. Bon. Et avec le début de la guerre, même si on appelle ça une opération militaire spéciale en Russie, il faut être clair que c'est une guerre, avec le début de cette guerre, elles sont montées vers leur capacité de production maximale et surtout, on a embauché des nouveaux travailleurs. On le voit d'ailleurs dans les chiffres du chômage. On voit le chômage baisser de manière extrêmement importante fin 2022 et en 2023. Elles sont passées au 3,8. Et donc, globalement, la production a augmenté. Mais c'est une production qui se fait sans conversion des industries civiles aux industries militaires. Ça, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire, l'un des points qui permet de dire non, ce n'est pas une économie de guerre, une économie en guerre, oui, mais pas une économie de guerre. Et puis, deuxième point, on a des cas où on a vu les surfaces des entreprises augmenter. Par exemple, il y a une entreprise qui produit des drones et qui a augmenté sa surface d'atelier de 45 000 mètres carrés. En fait, ils ont créé une deuxième chaîne d'assemblage, etc. Ce sont des cas qui sont relativement limités. Et par ailleurs, la grande usine qui produit des chars, qui s'appelle Uralmash Zavod, enfin, on l'appelle Uralmash, mais c'est Uralmash Zavod, très bien, c'est usine de machines de l'Ural, tout simplement, elle a gardé son nom soviétique, eh bien, elle continue de produire du matériel ferroviaire. Et le matériel ferroviaire continue d'augmenter. Donc, si on était en économie de guerre, là, il y aurait eu un basculement complet sur uniquement la production militaire. Comment peut-on estimer la production militaire actuellement en Russie ? Alors, cette estimation, bien sûr, elle est délicate à faire, mais on a quand même toute une série d'indicateurs qui sont publiés d'ailleurs par les Russes, qui nous permettent de nous faire une petite idée de ce qui se passe. Premier point, les dépenses budgétaires. Et là, très clairement, si on additionne l'armée, les services de maintien de l'ordre, ce qu'on appelle Rosgvardia, la garde russe, ce sont pas des unités militaires en tant que telles, mais ce sont des unités qui viennent en soutien de l'action militaire. Par exemple, les forces de Kadyrov, les forces tchétchènes de Kadyrov, elles font partie de la Rosgvardia. On arrive aujourd'hui à environ 6,5-6,8% du PIB. Donc voilà, ce que j'ai dit, c'est important, parce que faut rappeler que même compte tenu de toutes les déclarations, oui, nous sommes en économie de guerre, qu'on a faites en France ou qu'on a faites dans les pays de l'OTAN européens, les dépenses militaires n'excèdent pas les 2% du PIB. Donc ça veut dire que la Russie produit en proportion 3 fois plus que nous, avec un PIB qui est en fait l'équivalent du PIB de l'Allemagne, peut-être un petit peu plus, et d'ailleurs avec une part de l'industrie dans ce PIB qui est même supérieure à la part de l'industrie allemande. Bon, c'est pour donner un volume. Bon, donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on a vu dans l'industrie certaines branches augmenter de manière absolument fantastique. Et là, je vais montrer un graphique qui traite de la croissance de 2021 à la fin de 2023. Donc, de fin 2021 à 2023, c'est donc une croissance sur 2 ans. Donc, on voit là que la première branche en termes de croissance, c'est l'industrie électronique et les composants électriques, etc. On a là une croissance d'environ 45%. Non. Au-dessus, on a les produits métalliques usinés. Alors, les produits métalliques usinés, ça sert à faire
des tubes de canon, ça sert à faire du blindage de chars. Bon, donc là c'est 50%. Les produits électroniques, c'est 45%. C'est évidemment quelque chose d'extrêmement important. Troisièmement, sur 2 ans, hausse de 30% des moyens de transport. Pourquoi ? Bien tout simplement pour approvisionner quotidiennement l'armée qui se bat en Ukraine. Il faut des trains, il faut en fait plusieurs dizaines de trains par jour. Ce n'est pas avec des camions que l'on ravitaille une armée. C'est d'ailleurs le problème qu'avait connu von Paulus quand il s'est fait encercler à Stalingrad. Il avait estimé qu'il lui fallait au minimum 750 tonnes par jour. Et il avait à peu près 140 000 hommes, dont un peu moins de 100 000 combattants. L'armée qui se bat en Ukraine, c'est une armée de probablement 450 à 600 000 hommes, dont la moitié seulement se battent, puisque les Russes font un système de rotation des unités, c'est-à-dire qu'ils évitent d'épuiser complètement leurs unités. Bien, et donc on peut penser que les besoins quotidiens sont 7 à 8 fois supérieurs. 8 fois supérieurs, ça veut dire qu'on est de l'ordre de 5 000 tonnes, 6 000 tonnes par jour. Je dis bien par jour. Donc tout ceci implique des transports ferroviaires massifs vers la ligne de front. D'où d'ailleurs l'importance de la ligne ferroviaire qui fonctionne via la Crimée, qui passe par le fameux pont de Kertch, qui va en Crimée, qui, depuis la Crimée, approvisionne l'armée, mais aussi d'une autre ligne ferroviaire dont on parle très peu, qui, elle, va de Rostov à Mariupol, en passant sur la côte de la mer d'Azov. Bon. C'est par là, effectivement, qu'arrivent très largement les approvisionnements. Donc oui, on voit, là, et en particulier sur les produits métalliques usinés et sur l'informatique et les appareils d'optique, qu'il y a évidemment une très forte croissance, des croissances de 45 à 50% sur 2 ans, c'est quand même tout à fait énorme, c'est tout à fait important. Donc on voit bien là qu'il y a effectivement une forte montée de certaines activités. Par ailleurs, si on regarde cette fois-ci, je dirais non pas sur 2 ans, mais ce qui se passe mois après mois. Alors là, on a les courbes de croissance. Alors c'est toujours calculé en pourcentage du même mois de l'année précédente. On voit que l'industrie électronique, elle réagit très vite au début des opérations militaires, puis au fur et à mesure que se reconstituent les chaînes d'approvisionnement des sous-traitants, et en particulier les puces électroniques, on voit que ça monte et que à l'été 2023, on est sur des volumes d'accroissement, enfin sur des niveaux d'accroissement qui sont extrêmement importants. Même chose pour les produits métalliques usinés, pour les appareils d'optique, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en réalité, pendant les premiers mois de l'opération militaire spéciale, de la guerre, pendant les premiers mois, jusque, grosso modo, fin de l'automne 2022, les industries russes ont travaillé en cherchant d'abord à reconstituer leur chaîne d'approvisionnement. Ce qu'elles ont fait probablement, la reconstitution a dû être faite fin octobre, début novembre de 2022. Et à partir de là, elles ont commencé à monter en production. Maintenant, il faut savoir que une partie de l'électronique est aussi de l'électronique civile. La Russie continue de produire des machines à laver, des lave-linges, des appareils à vaisselle, etc., qui incorporent de l'électronique. Elle produit toujours des appareils photo civils.
ça inclut de l'électronique. Elle produit des téléphones portables. Elle commence à produire, et ça c'est un point important dans la substitution aux importations, elle commence à produire des ordinateurs. Alors, on a beaucoup parlé, ça s'est fait en avril-mai 2022, du lancement d'un ordinateur russe qui utilisait des logiciels qui étaient dans le domaine civil. Bon, cet ordinateur était, je dirais, réservé aux fonctionnaires. Mais il y a d'autres ordinateurs qui sont apparus, et désormais, quand on veut acheter un ordinateur en Russie, on a le choix. Soit on peut acheter un ordinateur fabriqué, alors, en Occident, en réalité, dans les pays asiatiques, même s'il est sous le nom d'une marque occidentale, je veux pas donner de nom, qui normalement s'est retiré de Russie. Mais on peut toujours s'en procurer assez facilement à Moscou. Ou, si on veut utiliser un ordinateur qui, lui, va être équipé avec des logiciels qui sont tombés dans le domaine public, ou des logiciels génériques, on peut acheter un ordinateur russe. Donc voilà, il y a d'une certaine manière tout ça, mais il est très clair que là, on repère cette montée de la production militaire. Et par ailleurs, on commence à avoir des informations, tout simplement parce que les responsables des grandes entreprises militaires commencent à parler. Alors, on sait que la production, alors c'est pas de la production nette. Une partie, c'est de la production nette, mais une autre partie, il s'agit de la modernisation de chars. La production globale est de l'ordre de 1000 à 1200 chars par an. Bon, ce qui est amplement suffisant pour couvrir les pertes. On sait que la production de drones est montée à pratiquement 40 à 60 drones par jour. Je parle bien là de production journalière. Et puis, la production des munitions lourdes. Donc des munitions pour les canons de 152 mm ou les canons de 122 mm. Elle était de 700 000 obus en fin 2021. La CIA estime que la production aurait triplé fin 2022, début 2023. Ce qui correspond en réalité à la montée en puissance dans les usines et le passage au 3-8. 3 équipes, bah oui, normal, la production triple. Après, avec à la fois des gains de productivité importants. Parce que oui, il faut toujours dire une chose, quand on produit beaucoup d'un type de matériel, on gagne en productivité. Alors, pour les gens qui ont fait de l'économie, ça a été très bien décrit par un très grand économiste, Kenneth Arrow, dans The Economics of Learning by Doing, qui reprend des travaux qui ont été faits dans la Seconde Guerre mondiale et qui montrent que le coût d'un avion ou le coût d'un char baisse en fonction du volume de production. Quand on en produit 10 par an, il coûte tant. Quand on en produit 100 par an, il coûte moins, individuellement. Quand on en produit 10 000 par an, il coûte individuellement beaucoup moins. Bon. Tout cela joue. Et par ailleurs, comme il y a quand même une extension de certaines usines, donc j'ai donné le cas de cette usine de drones qui avait construit un nouvel atelier, enfin une nouvelle ligne d'assemblage visiblement considérable, eh bien on pense que désormais la production atteint les 3 millions et qu'elle devrait atteindre vers l'été ou le début de l'automne de cette année autour de 3,6 millions d'unités. Dans un climat de tensions militaires exacerbées au sein de l'UE, comment évaluer la production militaire russe face à celle des pays de l'OTAN, en se concentrant sur l'Europe et plus spécifiquement sur la France ? Alors, oui, là, il y a un problème réel qui fait que, autour de cette guerre, on a touché du doigt le fait que nos industries de défense étaient très largement sous-dimensionnées.
l'industrie russe était surdimensionnée, nos industries sont sous-dimensionnées. Et on le voit à travers différents exemples. Alors, prenons le cas des États-Unis. Pour les munitions, les États-Unis devaient produire environ 200 à 250 000 obus de 155 mm avant le début de la guerre. Ils ont décidé de monter à 700 000 obus. Je rappelle que ces 700 000 obus, c'est la production de temps de paix de la Russie. Hein. Mais ça représentait évidemment un triplement quasiment de la production américaine. Et aujourd'hui, ils n'y arrivent pas. Ils sont à peu près bloqués autour de 500 000 obus, 550 000 obus. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte, pour produire des obus, il faut des produits chimiques. Oui, il faut de la poudre propulsive, enfin, carburant propulsif, il faut de l'explosif, hein, du RDX ou du TNT, bon, etc. Et pour produire ces produits chimiques, il fallait des produits chimiques dits de base, importés de Russie. Problème. Donc, ils en ont pas assez. Deuxièmement, pour produire des propulsifs, bon, ça s'appelle de la nitrocellulose. La nitrocellulose, ça se fait avec du coton bas de gamme. Les États-Unis achetaient ce coton bas de gamme à la Chine. Et puis, ils ont décidé, il y a quelques années, de faire un embargo sur ce coton, parce que ce coton était produit au Xinjiang, donc dans la région où il y a les Ouïghours. Les États-Unis accusent la Chine de crimes par rapport à la population ouïghour, donc ils disent on n'achète plus ce coton. Donc, ils n'ont pas assez de coton pour faire de la nitrocellulose. Alors, au moins, ils peuvent prendre d'autres qualités de coton. Ah oui, le problème, c'est que les autres qualités de coton, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. On voit mal, par exemple, les États-Unis utiliser du coton égyptien de très haute qualité pour faire de la nitrocellulose. Bon. Et puis surtout, il y a un problème encore plus important. Ils n'ont pas de main-d'œuvre qualifiée. Et c'est là où on comprend que le fait que les industries de l'OTAN se soient réduites, alors elles ne se sont pas réduites en un jour, hein, c'est un processus qui date de plus de 30 ans, mais on a décidé de produire des matériels à l'unité, ou si ce n'est à l'unité, à quelques dizaines ou vingtaines d'unités. On a perdu la main-d'œuvre qualifiée et spécifiquement qualifiée pour ce genre de production. Et aujourd'hui, pour reformer une main-d'œuvre, il va falloir 2, 3, peut-être 4 ans. Alors, on le voit sur les munitions, on le voit sur la production de missiles antiaériens et de missiles anti-chars. Les États-Unis ont cru d'abord qu'ils pourraient approvisionner l'Ukraine avec les stocks qu'ils avaient, mais 10 ans de stocks ont été dépensés entre mars et novembre 2022. 10 ans de stock. Bien. On le voit aussi dans le cas de la production de sous-marins nucléaires. Aujourd'hui, les États-Unis n'arrivent pas à monter la production de sous-marins nucléaires. Pourquoi ? Simplement, les chantiers navals travaillent à pleine capacité et n'arrivent pas à embaucher du personnel suffisamment qualifié. Ils peuvent embaucher, mais pas justement ce personnel suffisamment qualifié qui est aujourd'hui un véritable goulet d'étranglement dans la production. Donc, on voit que les États-Unis, qui historiquement ont été le plus grand producteur d'armes des pays occidentaux, bon, les volumes qui avaient été atteints dans la Seconde Guerre mondiale sont absolument gigantesques. Ils ont tellement laissé mourir leur industrie qu'ils n'arrivent plus à trouver la capacité à remonter rapidement en production. Remonter en production globalement, oui, mais peut-être que ça se fera en 2025, 2026, 2027. Et là, pour les Ukrainiens, il sera beaucoup trop tard. Alors, évidemment, le même phénomène se produit en Europe. L'Allemagne produisait environ 150 000 à 200 000 obus, qu'elle vendait d'ailleurs à la France. Aujourd'hui,
elle n'est pas capable d'augmenter sa production au-delà de 250 000, 300 000. Même chose, pas de produits chimiques, manque d'acier, et ça c'est lié au problème de l'énergie qui frappe de manière absolument dramatique la sidérurgie allemande, manque de main-d'œuvre. La France. Alors là, c'est risible, c'est dramatique, mais ça en devient risible. La France produisait, en temps de paix, 30 000 obus par an. Je dis bien 30 000, à côté des 700 000 que produisait, en temps de paix, l'industrie russe. Le gouvernement français dit « nous allons augmenter énormément nos productions ». Énormément, ça veut dire quoi? Passer de 30 000 à 60 000. Bien. Et là, on se rend compte que l'usine de production, qui est l'usine de Tarbes, qui produit les obus, n'est tout simplement pas capable de le faire. Elle est en pénurie de matières premières, elle est en pénurie d'acier, et elle n'a toujours pas reçu les financements. Donc, globalement, le fameux plan européen des munitions dont M. Thierry Breton se rince la gorge, je ne dirais pas quotidiennement, mais toutes les semaines, bien, ne fonctionne pas. Et au mieux, les pays de l'Union européenne seront capables de produire autour de 500 000, 550 000 obus par an, donc sur ce rythme, à la fin de l'année 2024. Bon, admettons, fin 2024, on sera à quoi? 550 000 obus faits par les pays de l'Union européenne et probablement 350 000, voire 400 000 faits par les États-Unis. Allez, disons qu'on arrive à 1 million. Les Russes, pendant ce temps-là, produiront 3,6 millions. Donc, en fait, il y a ce problème. Et ceci renvoie à quelque chose de plus profond. C'est tout d'abord le tournant pris vers l'hyperqualité par les industries américaines, puis les industries des pays européens de l'OTAN. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait qu'on cherche à obtenir toujours des performances plus élevées d'un certain type d'équipement. Pourquoi? Parce que la concurrence en temps de paix, où on n'utilise pas ces matériels, la concurrence en temps de paix, elle se fait sur la qualité. Comme on achète en fait relativement peu d'armes, chaque pays veut disposer des armes les plus performantes. Le problème, c'est que, tout d'abord, pour obtenir un gain de performance de 10%, on a calculé qu'il fallait un accroissement du coût entre 40 et 50%. C'est ce qu'on appelle le phénomène du plaqué or. Alors, en anglais, on dit de gold plating. Et ceci a été décrit en 1985, ce qui ne nous rajeunit pas. Donc, ça a été décrit il y a pratiquement 40 ans par Madame Kaldor, qui était elle-même la fille d'un grand économiste britannique, Lord Kaldor, et qui avait écrit un livre à l'époque qui, à mon souvenir, n'a pas été traduit. En tout cas, moi, je l'ai lu en anglais, je ne l'ai jamais vu en français, qui s'appelait The Baroque Arsenal, l'arsenal baroque. Et c'était ce qu'elle décrivait, c'était, à l'époque, le processus américain de vouloir toujours produire plus perfectionné, mais à des coûts qui devenaient absolument exorbitants. Alors on va dire, bon, d'accord, mais c'est quand même plus perfectionné. Donc, ça doit faire mal de l'autre côté. Et là, il se fait qu'on a oublié un des enseignements de la guerre de 1914-1918, qui était la loi du carré de Lanchester. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on appelle la Lanchester Square Law. C'est une formule mathématique très utilisée en recherche opérationnelle, qui essaye de voir quel est le rapport entre la qualité et la quantité. Alors, cette loi, qui a été construite sur des études portant à la fois sur l'artillerie, sur les chars, sur les navires, bon, elle recouvre une base empirique extrêmement importante, montre que un gain de qualité de 50%
équivaut à un gain de quantité du carré, enfin de la racine carrée, autrement dit de 1,225%. C'est extrêmement important. Ça veut dire que le fait que, par exemple, vous ayez des équipements qui soient, allez, disons, 2 fois supérieurs aux équipements russes, ça ne veut pas dire que vous pourrez avoir 2 fois moins de canons. Vous ne pourrez en avoir que 1,44 fois moins la racine carrée de 2. Bon. Là où on voit comment ça se complique avec le phénomène du coût, c'est qu'aujourd'hui, un obus de 155 mm américain, ou européen, ou français, ou allemand, hein, à peu près les mêmes, bien, il coûte entre 10 et 15 fois plus qu'un obus de 152 mm russe. Autrement dit, quand nous produisons un obus, les Russes peuvent en produire 10 à 15, pour le même coût. Et le problème, c'est que la qualité de cet obus ne vaut pas 10 à 15 obus russes. Au mieux, elle en vaut 2. Donc, ça veut dire que, de ce point de vue-là, nous sommes dans une logique perdante d'un point de vue de l'économie de guerre. Et le point important que cette guerre est en train de ramener dans les esprits des gens qui font de la décision, hein, que ce soit les civils ou que ce soit les responsables de la logistique militaire, c'est le fait que dans une guerre, mieux vaut avoir un matériel simple, efficace, mais pas super efficace. Super efficace, on n'en a pas besoin. Qui puisse être entretenu facilement sur le champ de bataille et qui puisse surtout être produit en très grand nombre pour un coût raisonnable. Ça, c'est une loi qui s'est appliquée pendant la Première Guerre mondiale, qui s'est appliquée pendant la Seconde Guerre mondiale. Les chars alliés étaient moins efficaces que les chars allemands, individuellement. Un Panther ou un Tigre allemand était supérieur au Sherman américain ou au T-34 soviétique. Le problème, c'est que les Allemands ont produit 4500 Panthers, les Soviétiques ont produit 55 000 T-34. Et c'est à peu près le même rapport pour le Sherman et le Panther. Donc, on voit bien que dans la guerre, il faut être efficace, mais il n'est pas nécessaire d'être hyper efficace. Dernier point, ces matériels hyper efficaces qui sont fabriqués par les pays de l'OTAN sont très souvent fragiles. Alors, c'est d'ailleurs ce qu'a dit un général ukrainien quand des journalistes français lui ont dit comment trouvez-vous le César ? Elle dit oui, le César, très bonne arme, très précise, avec une portée effectivement importante, mais beaucoup trop fragile. Et donc on voit bien le problème. Même chose sur les obusiers automoteurs d'origine allemande ou polonaise qui ont été donnés à l'Ukraine. Premier point, les canons ne sont pas faits pour tirer au rythme auquel ils tirent dans cette guerre. Et à partir de 250-300 coups, on se rend compte que le canon est usé. Alors qu'est-ce que ça fait un canon usé ? Eh bien, ça fait que il devient de moins en moins précis. La vitesse de sortie du tube peut varier. Et pour qu'il soit précis, il faut que la vitesse puisse être calculée et soit estimée, mais vraiment au demi-mètre seconde près. Donc voilà, ils deviennent de moins en moins précis. Autre problème, ils sont eux aussi fragiles. Et on a eu un certain nombre de cas où, dans un obusier automoteur, lors du tir, la culasse s'est détachée.
Et là, il faut dire que si ça se passe, malheureusement, l'équipage est tué. Ça, c'est une forme d'accident qui est mortelle pour l'équipage. Autre point, les chars. Alors, on a beaucoup parlé, on va donner un char qui est absolument supérieur à tout ce qui a été fait, le Léopard 2 à 5 ou à 6. Bien. Ou on va donner des chars américains M1A1 Abrams. Ces chars s'avèrent être trop lourds pour le terrain ukrainien. Dans la boue, ils s'enfoncent. Ce qui est exactement ce qui s'était passé avec les chars allemands en 1942, 43, 44 face aux T-34 soviétiques. Ils sont trop lourds, ils sont trop hauts, parce que ils ont été conçus pour se battre en Allemagne occidentale, donc dans un terrain qui est un terrain vallonné, boisé, etc. Or, en Ukraine, le terrain sur lequel ils se battent, c'est une plaine, bon, pas complètement plate, mais qui est très largement plate. Enfin, pour y avoir été un certain nombre de fois, on a une expression, on dit que une taupinière, ça vaut une colline. C'est à peu près ça. Bon, donc ils sont beaucoup plus repérables, et surtout, nous n'avons pas fourni des véhicules de réparation en quantité suffisante et des véhicules de combat du génie en quantité suffisante. Donc le résultat, quand un char russe est touché, très souvent d'ailleurs maintenant, les chars sont tellement résistants qu'il est très rare qu'ils soient entièrement détruits. Alors ils sont touchés, peuvent plus avancer par exemple, ou leur système de visée est détruit par le choc, bien. Donc l'équipage, lui, sort du char, et les Russes ont suffisamment de matériel pour pouvoir remorquer ces chars à l'arrière, les réparer et les renvoyer au combat. Ce qui fait d'ailleurs que dans les calculs qui ont été faits par différentes organisations, eh bien, ils donnent un nombre de chars russes détruits absolument extravagant qui ne correspond pas à la réalité. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que tout char touché est détruit. Non. Il peut être réparé à l'arrière et renvoyé au front. Les chars allemands, enfin disons d'origine allemande, et les chars américains qui sont utilisés en Ukraine par les Ukrainiens, ben, en règle générale, quand ils sont touchés comme ça, une chenille saute, etc., on ne peut pas les remorquer. Il n'y a pas de véhicule qui soit capable de les remorquer. Donc, évidemment, problème extrêmement grave, car là, tout char touché doit être considéré comme détruit, puisqu'on ne peut pas le récupérer. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui joue dans, je dirais, l'économie de la guerre. C'est pas l'économie de guerre, c'est l'économie de la guerre, en fait, des deux côtés. L'effort actuel est-il soutenable ? Alors, très probablement pour plusieurs années. La soutenabilité de ce type d'effort peut se juger à partir de différents critères. Premier critère, est-ce que les dépenses budgétaires vont correspondre à une hausse des recettes ? Eh bien, la réponse est oui. La réponse est oui, parce que aujourd'hui, la Russie est en train d'augmenter ses ventes, alors d'augmenter en valeur ses ventes d'hydrocarbures au niveau mondial. Pourquoi ? Parce que le prix du baril est passé de $60, c'était le niveau où il était en juin 2023, à aujourd'hui, en mars 2024, 82-86 $, suivant les qualités. Bon, tout simplement, ça rapporte de l'argent, ça rapporte à peu près un tiers de plus que ce que rapportaient les exportations au mois de juin dernier. Donc voilà, il y aura certainement le niveau. Ajoutons d'ailleurs que la Russie peut toujours augmenter sa dette. La dette actuelle de la Russie est très faible. Elle est de l'ordre de 15 à 16% du PIB. Donc on voit qu'ils ont de la marge, ils ont vraiment beaucoup de marge. Donc ça, c'est une première raison. C'est soutenable aussi quand on voit les dynamiques de l'industrie, parce que la Russie fait d'énormes investissements.
Les investissements ont cru en volume. Là, je ne dis pas en valeur, je dis bien en volume. Ils ont cru de 5% en 2022 et ils ont cru de quasiment 10% en 2023. Alors, en 2024, ça sera pas de tels chiffres, parce que de toutes les manières, il est impossible de maintenir des chiffres d'accroissement des investissements aussi élevés, mais ça sera bien 2 à 3% en volume de plus. Donc oui, elle va donc moderniser ses usines, elle va les rééquiper, ça voudra dire un accroissement de la productivité encore plus important. Et le seul point sur lequel il y a un petit problème de soutenabilité, c'est la main-d'œuvre. C'est la main-d'œuvre. L'économie russe a actuellement épuisé ses réserves de main-d'œuvre. Donc le chômage est tombé à 2,8, 2,9%. Et d'ailleurs, ce n'est pas un chômage structurel, c'est un chômage conjoncturel. Autrement dit, ce sont des gens qui quittent leur entreprise parce que ils ont en vue une entreprise où on paye mieux, ou peut-être les conditions de travail sont meilleures, ou peut-être parce qu'elle est plus proche de chez eux aussi, tout simplement. Et donc, pendant ce temps-là, ils s'inscrivent au chômage. Mais on n'est pas du tout dans le cadre d'un chômage structurel comme on le connaît en France. Donc oui, il va y avoir un problème de main-d'œuvre. Alors le gouvernement russe en a visiblement tout à fait conscience. Il a fait un effort important qui va d'ailleurs continuer dans les années qui viennent pour la formation de la main-d'œuvre. Et puis, ils vont avoir recours à l'immigration. D'ailleurs, il faut dire que la Russie, aujourd'hui, est un pays qui emploie déjà probablement 7 ou 9 millions de travailleurs immigrés. Ce sont des gens qui viennent essentiellement d'Asie centrale. Mais il est très clair que la Russie va accroître l'immigration et se tourner cette fois-ci vers des pays d'Asie, pas d'Asie centrale, peut-être le Vietnam, qui a un problème, même si le Vietnam connaît une forte croissance, mais la croissance de sa population est encore plus forte, et donc ils ont un problème de chômage des jeunes important. À peu près, il y a 25 à 30% des jeunes vietnamiens de moins de 25 ans qui ont du mal à trouver un emploi. Donc oui, ils pourraient, compte tenu des vieux liens d'amitié qui existent entre le Vietnam et la Russie, ils peuvent probablement faire venir des travailleurs vietnamiens, et puis il y a des travailleurs chinois. En particulier des travailleurs avec un haut niveau, je dirais, de formation. Et aujourd'hui, ces travailleurs ont du mal à trouver un travail en Chine. La Russie étant considérée comme un pays ami par la Chine, et inversement, la Chine étant considérée comme un pays ami par la Russie, ils vont proposer des salaires plus importants et ces ingénieurs, ces techniciens, ces cadres chinois peuvent tout à fait s'intégrer rapidement dans la main-d'œuvre russe. Donc voilà, c'est le seul point sur lequel il peut y avoir un problème de soutenabilité, mais on voit que d'ores et déjà, le gouvernement russe a pris les mesures nécessaires pour que cette soutenabilité soit globalement assurée. Ainsi s'achève cet épisode d'économie souveraine avec Jacques Sapir. Vous l'avez vu, c'est effectivement très, très, très intéressant. Énormément de choses à en retenir. Moi, vraiment, ce que j'en retiens le plus, c'est cette comparaison des dirigeants russes et des dirigeants européens, les différences de préparation, la différence de sérieux vis-à-vis de ce sujet qui est quand même le sujet essentiel des États, qui est la guerre ou pas la guerre. Vraiment, je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça en Europe et en France avec des gens aussi peu conséquents, avec des gens irresponsables à ce point, qui se payent de mots et pensent que le verbe suffit à faire la réalité. On voit bien que c'est pas le cas. Je retiens que, pour l'avoir vécu moi-même, nous avons une armée d'OPEX, c'est-à-dire d'opérations extérieures, trop lourde, trop compliquée, trop chère, trop fragile, pas utilisable dans la durée,
Ça a été très bien montré par Jacques, contrairement à l'armée russe qui a exactement l'inverse. Je disais, cet épisode est extrêmement important car il montre ce qui va se passer sur le front. C'est que en l'état de nos économies, en l'état de nos capacités de production industrielle qui sont sabordées, et on l'a vu, le grand manque, c'est pas seulement l'investissement et la volonté, c'est la main-d'œuvre. Ça se produit pas comme ça. Des ingénieurs, des ouvriers hautement qualifiés, c'est un gros manque. Et dans l'immédiat, eh bien, il est difficile d'aider l'Ukraine. Donc dans l'immédiat, et la guerre, c'est l'immédiateté dans laquelle on est, eh bien, en fait, il est difficile d'aider l'Ukraine selon les termes voulus par la Commission européenne ou voulus par Emmanuel Macron. Et on joue avec les Ukrainiens. On joue avec ce pays, on joue avec la vie des soldats ukrainiens, car s'il n'y a pas cette capacité, la conséquence, ça va être que le front va être encore plus enfoncé par la Russie et d'autres villes prises à l'Ukraine. Et en plus, on a appris, contrairement à nous, eh bien, que la Russie a une dette qui est de 15% de son PIB. Donc ils ont énormément de marge de manœuvre, tant financière que militaire. Alors, vous aviez sûrement noté que cet épisode d'économie souveraine devait parler de qu'est-ce que la souveraineté économique et puis comment l'atteindre, l'acquérir. On ne l'a pas fait. On a changé le programme, comme vous l'avez vu, car le sujet du moment, c'est le risque de guerre, la guerre, pas la guerre. Donc on a fait cet épisode spécial vraiment très 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 complet avec Jacques Sapir. Mais les prochains numéros porteront sur ce sujet-là, qu'on avait déjà annoncé. Qu'est-ce qu'avoir une économie souveraine et comment on y parvient. Ce seront 2 épisodes séparés et cohérents l'un avec l'autre. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous en félicite, c'est que ce que nous faisons vous plaît. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker, d'aimer, pour ceux qui préfèrent le français, de commenter, c'est très important vos commentaires, de partager, et pour ceux qui en ont la possibilité, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo afin de nous faire un don pour que nous puissions continuer ce que nous faisons. Merci à tous, à bientôt.